Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler point lecture. J'ai 9 livres à vous présenter. J'ai pris un petit peu de retard, j'avoue, au mois de janvier je crois que je ne vous ai fait qu'un seul point lecture, du coup bah voilà, mes lectures de janvier je ne vous les ai pas encore présentées. Donc dans ce point lecture je vais vous parler de Puce, Mission Évasion de Johan Elio, paru chez Pulp Fiction. Topographie de la Terreur de Régis Descott, paru chez L'Archipel. On fait à nouveau le grand écart avec un roman jeunesse avec Le Monde d'en bas de Yann Rambo, paru chez Ozu Poche. On part sur un thriller avec La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, paru chez Albin Michel. Je vous parlerai aussi du Déclencheur de Neil Chesterman, paru chez Nathan. À nouveau un thriller avec Le Zoo de Jean Phillips. Et donc là c'est un audiolivre grâce à Lizzie. Je vous parlerai ensuite de Twin Crown, le tome 1 de Catherine Doyle et Catherine Weber chez Bayard. Et enfin on terminera avec Le Secret du Roi de Marie Valente chez Brajlon. Allez, on commence tranquillement avec un petit livre jeunesse qui s'est lu très rapidement puisque, comme d'habitude avec Pulp Fiction, c'est un roman illustré. Donc voilà, assez régulièrement vous avez des illustrations qui viennent parsemer l'histoire, agrémenter l'histoire. Et ici, nous sommes avec Bastien qui recueille un chien égaré et qui s'aperçoit très rapidement que ce chien n'est pas un chien ordinaire, que c'est un chien qui a des particularités intellectuelles assez importantes et que en fait ce chien n'est pas un chien mais plutôt une créature échappée d'un laboratoire et une créature robotique. Et donc Bastien va aider Puce à s'échapper et à ne pas être retrouvé par ses créateurs. Écoutez, j'ai passé un bon moment parce que je vous l'ai dit, ça se lit extrêmement vite. L'histoire en soi est assez simple, donc pas prise de tête. On part pas dans des grands complots très compliqués à comprendre, mais c'est parfait, ça va vite, c'est bourré d'action. On a un chien qui est somme toute très attachant, avec des personnages aussi très attachants de leur côté. Donc écoutez, j'en ai pas grand chose à dire de ce roman, simplement que je le mettrai dans les mains de Julia quand elle sera un peu plus grande, et que ça peut être une bonne approche pour un roman d'aventure un petit peu espionnage, vous voyez, ce genre de choses, avec un chien qui sait parler quand même, qui sait taper à l'ordinateur, qui sait conduire une moto. Oui, c'est assez étrange quand on y pense, c'est assez étonnant. Et puis ce qui est très drôle, c'est qu'on a l'illustration du chien qui conduit la moto. Et ça c'est le meilleur. J'essaie de vous retrouver l'illustration, voilà. Un chien qui conduit une moto. Donc voilà, c'est complètement barré, mais c'est parfait pour la jeunesse. On part sur quelque chose de différent, bien moins drôle, avec ce roman qui se base sur des faits historiques. Alors on a quand même quelque chose de très romancé, avec une enquête, mais la plupart des choses se sont passées, la plupart des événements ont existé malheureusement, et donc ici nous allons être avec le commissaire Gerhard Lanz qui est commissaire à la Kripo et qui enquête sur le meurtre d'un docteur. Le commissaire, alors il suit pas forcément les idées du parti, il est obligé d'y adhérer par son travail, mais il n'y adhère pas. Pour preuve, il a mis enceinte une jeune femme juive et il essaye de la faire quitter le pays pour sauver elle et son futur enfant. Si le parti savait ça, il le ferait exécuter pour traîtrise. Bref, voilà, c'est un climat bien sympa. On est dans les années 43, Berlin 1943, et donc ce commissaire va enquêter sur ce meurtre et va tomber un petit peu dans les méandres de l'Action T4. C'était un programme d'euthanasie de masse et donc ce docteur a participé à ce programme. Mais voilà, on plonge dans les méandres de ce programme, on plonge dans l'horreur qu'a été ces années de guerre avec l'Allemagne.
Et voilà, au sein de la population allemande, heureusement, il y avait des gens qui résistaient, heureusement, il y avait des gens qui s'opposaient au système. Et donc, ce commissaire était parmi ceux-là. Et voilà, donc, si vous voulez, vous avez l'enquête, vous avez ces faits véritables qu'on apprend et toute l'horreur du quotidien. Clairement, on a en début de chapitre, quelquefois, des exemples. Par exemple, un exercice de maths où vous allez être... voilà, je vais vous le lire, ce sera plus simple. L'endoctrinement commence au berceau comme l'illustrent 2 exercices d'algèbre soumis aux écoliers que je retranscris ici. Lorsqu'on gaze une ville, 50% seulement du gaz toxique évaporé est efficace. L'atmosphère doit être empoisonnée jusqu'à une altitude de 20 mètres par une concentration de 45 mg par mètre cube. En conséquence, petit a, quelle quantité de phosgène est nécessaire pour empoisonner une ville de 50 000 habitants, vivant sur une superficie de 4 km²? B. Combien de phosgène inhalerait la population en même temps que l'air qu'elle respire en 10 minutes sans protection contre le gaz? C. Comparer cette quantité avec la quantité de gaz utilisée. Ah, et le deuxième exercice est peut-être encore pire. Un malade mental coûte quotidiennement environ 4 RM, un infirme 5,50 RM, un criminel 3,5 RM, un apprenti 2 RM. Faites un graphique avec ces chiffres. Il y aurait en Allemagne 300 000 malades mentaux, épileptiques, qui reçoivent des soins quotidiens, blablabla. Combien de prêts non remboursables de 1000 RN pourrait-on faire aux jeunes ménages si cet argent pouvait être économisé? Et comment on économise l'argent? En tuant ces personnes. Voilà. Donc on plonge carrément dans l'horreur et c'est glaçant. Ce roman est glaçant et c'est très bien retranscrit parce que l'histoire n'est pas une ligne continue. Non, vous vous inquiétez pour le personnage principal, vous vous inquiétez pour sa famille, vous vous inquiétez pour tout le monde parce que vous vous dites que oui, il résiste, il n'est pas dans les cases, donc à tout moment il peut se faire tuer. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment avec cette lecture, même si c'est quand même assez flippant, mais ouais, je vous recommande parce que ça sort un peu de l'ordinaire, ça a été ma première lecture de 2023, donc j'ai commencé l'année sur les chapeaux de roue. On revient à quelque chose d'un petit peu plus léger, quoique nous sommes dans de la fantaisie avec Le Monde d'en bas qui paraît en poche. Il a été d'abord une première fois édité en format grand format sous le nom L'épopée de Sem, donc c'est le premier tome. Et nous allons suivre Sem, forcément, qui a seulement 16 ans, va passer une sorte de rituel, quelque chose pour passer à l'âge adulte. Et ce rituel consiste à aller à un endroit, traverser une plaine désertique, récupérer quelque chose. Alors je crois que c'était des fleurs ou ce genre, je ne sais plus, le pétale de quelque chose, et revenir. Ça peut paraître simple, sauf que on dit que sur cette plaine sévit un dragon et que la majorité des gens qui y vont, des jeunes qui y vont, n'en reviennent pas. Et ils sont emportés par le dragon, on ne sait pas ce qui leur arrive après, mais voilà, ils sont emportés et ils ne reviennent pas. Sem a la chance de revenir, celui avec qui il faisait ce rituel ne revient pas par contre, et donc on va suivre Sem dans sa vie quotidienne finalement au sein de son peuple. La particularité de son roman, c'est que on sent que y a des éléments qu'on connaît. On sent qu'il y a des choses qui nous paraissent familières, mais on sait pas trop, parce qu'on se dit c'est de la fantaisie, donc c'est un monde imaginaire. Et puis finalement on se dit que non, c'est peut-être pas si imaginaire que ça. Donc voilà, il y a toute une ambiguïté là-dessus. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est simplement quelque chose d'assez lent. Un roman un petit peu d'ambiance où on va suivre Sem, on va suivre ses amis, on va suivre... sa petite amourette, où on va suivre un petit peu le développement de sa personnalité sans avoir vraiment en ligne de mire un réel objectif. L'objectif va venir par la suite, mais c'est vrai qu'au début on lit ça et il se passe pas grand chose. Voilà, c'est la vie de Sem. Et puis au fur et à mesure, en fait, on s'attache un petit peu au personnage, on a envie de savoir ce qui va se passer, on essaye de comprendre certaines problématiques qu'il y a dans le village, on essaye de comprendre aussi exactement dans quel univers on est, parce que je vous dis, il y a des éléments familiers, mais on n'a jamais vraiment la réponse, on ne nous dit jamais textuellement, voilà, vous êtes là.
on a des doutes. Après, voilà, l'histoire se déroule, il leur arrive des petites aventures, et par contre, le roman se termine où on sait que dans le second tome, on va partir pour une grande aventure. Et je trouve ça un peu dommage parce que finalement, l'histoire débute quand le livre se termine. Voilà, ce tome 1 se termine quand il devrait commencer. Donc voilà, je suis un peu déçue dans le sens où j'aurais voulu continuer. Alors, rien ne m'empêche de prendre le tome 2 quand il sortira en poche. Mais c'est trop léger, on a une construction d'univers. Là, je suis plus frustrée que impatiente de continuer. Je sais pas si vous voyez. Après, c'est une duologie, donc on aura toutes les réponses dans le second tome. À voir. On va voir quand il sortira, si j'ai toujours envie de le lire ou pas. On part sur un thriller adulte, et c'est le 4e tome de la saga Ludivine Vanquer de Maxime Chatham. Je l'ai lu en lecture commune avec Adeline. C'est notre petit rituel. Quand un Maxime Chatham sort, en général, on se le lit en lecture commune, d'où les petits post-it. Voilà, on avait découpé le livre comme ceci. Et à chaque fois que j'arrivais à la fin d'une partie, je me maudissais en fait d'avoir fait ces parties ainsi, parce que à chaque fois j'étais là, oh, non, je veux continuer. Donc c'était addictif. Donc on suit Ludivine Vanquer et on retrouve un petit peu, je trouve, les prémices, le début, les origines de la saga qui commençait avec la conjuration primitive. J'avais adoré ce premier tome, mais vraiment avec un plot twist en plein milieu mais qui vous retournait le cerveau. Et là je retrouve un petit peu ce que j'aimais dans cette saga. Parce que si vous voulez, le tome 2 c'était sympa sans plus, le tome 3, on partait dans quelque chose de très attentat, de très politique, ça m'avait moins plu. Là on est vraiment au cœur de ce que j'aime chez Maxime Chatham, que je retrouve dans L'âme du mal. L'âme du mal, on est avec Adam Brolin qui est un profiler, et ici on est avec Ludivine qui intègre le département des sciences du comportement, et du coup bah, elle va faire sa profileuse. Et là on est avec des tueurs en série pas bien dans leur tête, hein, si tant est qu'un tueur en série soit bien dans sa tête, hein. Et c'était un charnier découvert, et Ludivine va enquêter, et il va y avoir plusieurs autres charniers, et il y a un compte à rebours, il y a toujours une victime potentielle qui attend d'être secourue. Donc voilà, il y a cette tension au fur et à mesure du roman qui fait qu'on tourne les pages, et j'adore Ludivine, et à chaque fois je me dis non Ludivine, tu ne vas pas t'embarquer là-dedans, et à chaque fois je me dis que elle prend des risques inconsidérés et que ça va mal finir. Et on sait très bien que ça peut mal finir avec Maxime Chatham. Il peut à tout moment vous tuer le personnage principal. Donc, ça rajoute au suspense. Bref, j'ai adoré ce 4e tome. Et je suis contente de voir que Monsieur Chatham s'est raccroché à ses amours du début. Je suis trop contente parce que celui-ci est dédicacé. Voilà, on était allé à Vienne le voir. Alors, on l'avait pas encore lu avec Adeline, donc on n'a pas pu en parler avec l'auteur, mais c'était chouette. Voilà, et puis j'ai adoré quoi. Un très bon Maxime Chatham. Allez, on alterne les genres. Je vais vous parler du Déclencheur de Neal Shusterman. Ce roman est assez particulier puisqu'on est dans des sortes d'univers parallèles. On va suivre Ash qui a 17 ans. Ash qui s'appelle Ashley. C'est vachement pratique comme prénom à porter quand on est un homme. Il va au lycée et il joue beaucoup au football américain. Et un jour où il se prend un énorme coup sur la tête, il reprend ses esprits et il se rend compte qu'il y a des petites différences dans son monde. Ça commence juste avec un panneau de stop qui est d'une couleur différente de celle qu'on connaît. Au lieu d'être rouge, le panneau est bleu. Bon, il s'interroge, il se dit, bon, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que... Bon... Et puis, au fur et à mesure, à chaque choc à la tête, son univers change. Et il se retrouve dans des situations particulière, il se retrouve femme, il se retrouve gay, il se retrouve je ne sais plus. Bref, ce roman est très bien pour montrer toute la problématique de tant que ça ne nous concerne pas, on ne se sent pas concerné et on occulte le problème. Dès qu'on est concerné par un problème, là ça devient le centre de l'univers. Voilà, donc par exemple, Ash se retrouve gay, il a des sentiments pour son prof, et là, voilà, son monde change complètement, et tout tourne autour de cette
particularité, qui n'est pas une particularité. Mais voilà, ça montre bien. Tant qu'on n'est pas concerné par ce problème, on l'occulte et on ne prend pas parti. C'était sympa, mais j'ai trouvé que en fait j'en ai discuté avec Marilyn qui l'avait lu, j'en ai discuté avec d'autres, et on est un peu d'accord sur ce point, c'est que eh ben, on a l'impression que Neil Shusterman a une petite liste devant lui et se dit alors, bon, gay, allez, c'est coché. Allez, ça c'est coché, ça c'est coché, une femme, hop, ça c'est coché. Et en fait tous les problèmes un petit peu de société, tout ce qui concerne le harcèlement, etc., et ben on va l'évoquer dans ce roman en prenant pour modèle un nouvel univers parallèle où on va enchaîner les situations un peu cocasses. Ça m'a beaucoup rappelé le roman qui était paru il y a des années, où une entité qui n'avait pas de corps se retrouvait à chaque fois dans un corps différent et du coup bah, prenait la personnalité du corps qui l'intégrait. Elle ne pouvait pas revivre plusieurs jours dans le même corps. Je vous le retrouverai, je vous l'insérerai là, parce que je me rappelle plus. Ma mémoire est une horreur. Bref, j'avais adoré ce roman. Et ben, ça m'a un peu rappelé ça, et voilà, on va parler de problèmes de société avec un roman fantastique, et c'était plutôt pas mal, mais bon... Voilà, je vous dis, on avait l'impression d'une accumulation et on n'a pas parlé de ça, donc on va partir là-dessus, et bref, ça se lit vite, ça se lit bien quand même, mais moi j'étais un peu gênée par tous les passages de football américain parce que ça me gonflait complètement, c'était pas du tout dans ce que je voulais, mais bon, voilà, on est plus dans un roman contemporain que dans un roman fantastique finalement, ou de science-fiction. Et on repart encore une fois sur un thriller. Oui, j'alterne encore une fois. Donc c'est un livre audio que j'ai écouté. Et donc ici, nous allons suivre Johan et son fils de 4 ans qui profitent des dernières minutes dans leur zoo. Ils y vont assez régulièrement, sauf que là, quand ils vont se diriger vers la sortie, ils vont voir des corps à terre et ils vont se rendre compte que le zoo est sous le coup d'une prise d'otage, donc ils vont partir se cacher et on va vivre leur minute, leur expérience, minute par minute presque, au sein de ce zoo. Et alors, je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir écouté en audio, comme d'habitude, ou si c'est réellement la même ambiance que dans le roman. Mais j'ai pas senti cette tension qu'on pourrait sentir face à une prise d'otage. C'est-à-dire que la voix de la narratrice est très posée, elle est très calme, elle se veut rassurante avec son fils de 4 ans, ce qui est tout à fait normal, mais à aucun moment elle ne s'énerve, à aucun moment elle ne hausse le ton, à aucun moment elle ne s'inquiète, C'était trop plat. Je me suis dit mais c'est pas possible, dans une situation pareille je paniquerais, oui j'ai un enfant à côté de moi, mais cet enfant est juste insupportable, comme peut l'être un enfant. Ça c'est tout à fait réaliste parce que le gamin ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas qu'il peut mourir, il n'a pas conscience de sa mortalité, il n'a pas conscience de ce que des personnes sont capables de faire à d'autres personnes. Oui, il y a cette innocence, mais bon, quand le gamin, au bout d'un moment, te demande de bouffer à 18h30, tu te dis « Oh, ça va ? On va pas aller taper un sprint jusqu'au distributeur, risquer de se faire tuer pour une barre de céréales ?» Enfin, ça c'est moi, hein, je pense que... Mais je pense que je serais hystérique dans cette situation où si elle quitte son enfant des yeux, et ben elle réagit de manière très sereine. Moi, je ne pourrais pas. Voilà, il y a certaines réactions qui ne m'ont pas paru plausibles et je n'ai pas senti cette tension qu'on pourrait sentir dans un roman d'une telle ampleur. J'ai pas forcément non plus compris les intentions des kidnappeurs, enfin des preneurs d'otages. Bref, je pense que je suis passée à côté de cette histoire, j'ai pas trouvé qu'il se passait finalement énormément de choses et que quand il se passait des choses, il n'y avait pas suffisamment de tension. Mais je pense que c'est vraiment du fait de la narratrice et je pense que je l'aurais vécu différemment si je l'avais lu, je pense. Je me serais fait ma propre interprétation parce que là, d'avoir une voix très calme, posée et sereine, ça ne m'a pas du tout plu. Allez, plus que 2. Je vous parle de... Oh, il est lourd. Et je suis désolée, j'ai très mal au pouce, donc je peux pas trop le tenir. Donc, je vous parle de Twin Crown, qui est le premier tome d'une duologie, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est une duologie. Et donc, on va suivre Vren et sa sœur Rose. Rose est supposée devenir la reine, sauf que ce ne sont pas les mêmes plans que sa sœur.
sa sœur dont elle ignore l'existence. Sa sœur a été élevée par les sorcières et elle a été élevée pour usurper la place de Rose sur le trône et réhabiliter les sorcières. Puisque là, on est dans une terrible chasse aux sorcières. Le conseiller de Rose cherche à tout prix à fomenter une guerre et à exterminer toutes les sorcières qui existent. Et donc le but de Vren, c'est de prendre la place de sa sœur pour que les sorcières soient tranquilles et qu'elles ne soient plus persécutées. Donc on commence ce roman très rapidement on est dans l'ambiance, très rapidement Vren prend la place de Rose et voilà, on va alterner les chapitres entre Rose et Vren. J'ai passé un très bon moment parce que ça va très vite, ça s'enchaîne très rapidement, l'intrigue est pas hyper compliquée, l'univers n'est pas très vaste, même si on commence à parler un petit peu de royaume extérieur, puisque Rose était censée prendre pour mari un prince d'un royaume extérieur, donc Vren va rencontrer son futur mari, hein, du coup, puisqu'elle a pris la place de Rose. Et Rose, elle, va être emmenée dans sa famille chez les sorcières. Voilà, il y a l'inverse qui se fait. C'était sympa, mais on est vraiment dans un roman où on va avoir 2 histoires d'amour en parallèle. Et c'est vrai que ça m'a fortement fait penser à un roman fantasy. Voilà, je crois qu'ils font la contraction du roman fantasy et de la romance-tasy. Et bon, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que ça va très très vite. C'est assez simpliste finalement. Mais moi ça m'a plu parce que on est pris dans l'action, on est pris dans tout ça, on a des révélations sur ce qui s'est passé à la naissance de Rose, de Vren, on a des petites luttes de pouvoir, des complots, ce genre de choses. Donc c'était plutôt sympa, mais c'est un roman de cours. Et finalement, au niveau originalité, on en a déjà vu des romans comme ça. Ça n'empêche que j'ai passé un bon moment, je me suis plutôt attachée aux 2 sœurs. J'avais lu que une sœur était assez agaçante par rapport à une autre. Moi ça va, je les ai bien aimés les 2. J'ai trouvé que Rose n'était pas obtuse, alors que toute sa vie on lui a dit que les sorcières étaient ses ennemis, etc. Et Rose prend les choses assez facilement, assez bien finalement, et puis elle sait se remettre en cause. Vren aussi de son côté arrive à changer. Donc non, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne évolution au niveau des personnages. Et moi, elles m'ont pas agacée. Non, j'ai passé un plutôt bon moment. Donc le livre définitif est plutôt très beau. Mais oui, pourquoi pas lire la suite, parce que je passe un bon moment, et puis je suis intriguée quand même sur ce qui va se passer pour Rose et Vren. Et enfin on termine avec Le Secret du Roi, que j'ai lu pour le PLIB 2023 dans la section adulte. Donc c'est un e-book qui a été offert par la maison d'édition, donc un grand merci à eux. Et je dois dire que je n'avance pas beaucoup dans le PLIB, puisque pour l'instant c'est un des rares livres que j'ai lu pour le PLIB, alors que j'en ai 2 autres dans ma palle. Hein, je pourrais lire les autres. J'ai Meute, qui est balèze, donc c'est pour ça que je me lance pas, mais il faudrait. Et j'ai Le Chant des Géants. Donc j'en ai 2 autres potentiellement. Alors pourquoi je lis un e-book? Bref, celui-ci me faisait très envie. On est avec Hippolyte, qui est une jeune femme qui quitte sa famille et qui part à Paris pour suivre un petit peu ses aspirations. Elle veut devenir ce qu'un homme est, c'est-à-dire un combattant, quelqu'un qui va se battre pour ses convictions, qui va se battre contre l'ennemi, et tout ce qui n'est pas une femme, c'est-à-dire une potiche qui reste à la maison. Donc Hippolyte va se travestir en homme et va partir à Paris, et de fil en aiguille, elle va finir par devenir un agent du secret. C'est-à-dire que le roi charge 2 personnes de protéger le secret, qui est que les loups-garous, les vampires, les succubes et autres créatures surnaturelles vivent à côté des humains et font des dégâts parmi les humains aussi. Donc le roi cherche à tout prix à ce que les agents du secret règlent les problèmes entre les différentes espèces et viennent rendre des comptes au roi. On est sous Louis XV. C'est la particularité un petit peu de ce roman, puisque c'est un roman un petit peu historique, sous Louis XV avec les mousquetaires, et parallèlement on a cet univers surnaturel que l'on découvre avec Hippolyte et qui est plutôt sympa à suivre. Et en fait il y a un tel contraste entre les deux que c'est original. C'est original. En soi l'histoire
de personnes qui découvrent le secret, comme quoi les créatures surnaturelles nous côtoient. C'est pas original, hein. On a des dizaines de livres comme ça, on a le Paris des Merveilles, on a les dossiers du voile, on en a plein. Donc ça c'est pas original, mais le fait que ça se passe à l'époque de Louis XV, ça c'est une vraie originalité et c'était plutôt sympa à lire. On a un petit côté Lady Oscar, merci Fanny pour cette référence parce qu'elle ne m'était pas venue à l'esprit parce que je n'ai jamais regardé Lady Oscar, mais c'est vrai que maintenant que tu me l'as dit, je ne vois que ça. Et oui, donc on a une femme qui sort des codes de cette époque, une femme qui s'émancipe, une femme qui a son mot à dire, qui prend des amants, qui se fiche de la morale, qui veut combattre, qui veut mener sa vie comme elle l'entend, et ça c'était une femme forte, et j'ai beaucoup aimé son personnage Hippolyte. Après l'histoire est pas folle, on enquête sur des morts et des morts qui se relèvent. Donc oui, on va partir sur quelque chose de nécromancie, de zombies, ce genre de choses. Donc ça aussi c'est un petit contraste avec ce à quoi on peut s'attendre. C'était sympa, franchement j'ai passé un bon moment. C'était ouais, c'était un gros livre aussi, hein. J'ai mis beaucoup de temps à le lire. Mais moi qui à la base ne suis pas attirée par les romans qui traitent d'histoire et ce genre de choses, en général je m'ennuie plutôt. Là, j'ai trouvé que ça rajoutait un petit truc en plus à cette histoire. Donc voilà. Écoutez, si ça vous tente, si vous aimez le mélange entre les genres historiques, surnaturels, fantastiques, ce genre de choses, ouais, vous pourrez retrouver une héroïne assez badass qui combat les méchants. Dans la cour de Louis XV quand même. C'est pas rien. Bon bah écoutez, voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture interminable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre qui vous intéresse, quelque chose qui vous a tapé dans l'œil, une histoire. Voilà, un roman, quelque chose qui vous attire plus particulièrement. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.